Très sincèrement, Keïta, je ne le pense pas. Et je dirais même à la limite c'est utile. Parce que ça permet justement de distinguer pour une fois ma personne du parti. Et vous avez bien fait d'insister dessus. C'est une déclaration intritu personae qui n'engage en rien le parti élément. Et ça montre aussi évidemment que le parti est une entité distincte. Le parti est un débat interne très fort avec des diversités d'opinions comme vous pouvez l'imaginer. L'opinion même nationale, elle est très diverse. Mais moi j'ai estimé pour une question de principe et j'ai aussi estimé pour une question d'intérêt de notre pays de poser cet acte, de faire ce communiqué. Nous allons avoir peut-être l'occasion d'entrer dans le détail, oui. Mais c'est vraiment distinct du parti. Et... Sauf que le parti vient d'endosser entièrement le contenu de votre sortie. Ah non, c'est que le président du parti a senti utile de faire un rappel. Ce n'est pas le parti qui a fait un communiqué. Jusqu'à preuve du contraire, le parti n'a pas fait de communiqué. Il a fait un rappel pour dire, d'abord, l'ancien président Moussa Mara a fait une communication en son nom. Que lui, président du parti actuellement, il estime que ce communiqué reprend les idées et les principes du parti. Ça ne veut pas dire qu'il parle au nom du parti. Et effectivement, mes idées et les idées ne sont pas vraiment. Quelque part, oui. Il a montré que lui, personnellement, il serait sur cette position. Mais le parti, s'il décide de faire un communiqué, il va donner son opinion. D'accord. Chana, nous sommes dans les questions de généralité. Question de généralité, Monsieur le Premier ministre. Nous sommes en Guinée, Conakry, 13 ans après, des massacres, des viols, des tueries. L'ancien président Moussa Dadis Camara est jugé, il est devant le tribunal. Que vous inspire ce jugement et que vous inspire être président et demain se retrouver devant le juge? Pour moi, c'est un fait remarquable. 13 ans après les faits, plus de 150 morts, c'est ce qui est estimé. Plus d'une centaine de femmes violées. Je ne sais pas si on a du mal à imaginer le ravage que cela puisse constituer. Attendre 13 ans pour que ces victimes, enfin, puissent savoir la vérité. Et voir si ceux qui sont poursuivis sont coupables, jugés par le tribunal, condamnés, pour moi c'est un fait remarquable. Et en même temps, c'est un rappel utile pour tous les tenants de pouvoir, quel que soit le pouvoir déterminé, d'être éthique, d'être honnête, de respecter les lois. Parce que si vous ne le faites pas, à un moment ou à un autre, on peut vous le reprocher et on peut vous amener jusque devant un tribunal. Je pense que c'est une leçon utile que nous devrions méditer, non seulement en Afrique, mais ailleurs. Certains disent que les dés sont pipés dans ce procès quand on sait que c'est une junte qui juge une autre junte. Oh, le fait de juger déjà est quelque chose de remarquable. Le pouvoir du président Alpha Condé a promis régulièrement de le faire et ne l'a pas fait. Ce pouvoir-là, qu'il soit une junte ou pas, l'a fait. Le procès a commencé hier. D'ailleurs, la date du 28 septembre aussi est un élément symbolique et remarquable. Laissons le procès se dérouler. Et en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, le procès, il est filmé en direct et il est diffusé par les médias. La CPI est présente. Voilà, ce qui n'est pas souvent le cas de beaucoup de procès. Donc ça permettra aux gens de voir est-ce que les dés sont pipés ou pas, est-ce qu'il y a une justice ou pas, on le verra. Mais le principe est remarquable. D'accord. Oui, je reviens un peu sur la personnalité, puisque nous accueillons aujourd'hui le politique, mais aussi l'écrivain, qui a beaucoup une production livresque très touchée, très intéressante à son actif. Et récemment encore, il en a d'abord publié, et il a publié ce qui m'a retenu beaucoup plus. Pour un Mali meilleur. Pour un Mali meilleur, bien avant ça, ce qui a retenu beaucoup plus mon attention, c'est son bataille pour la renaissance de l'Afrique, qui fait des temps. Il se trouve qu'effectivement, vous n'êtes pas le seul dans cette bataille, mais qu'il n'y a pas une convergence autour du paradigme, des paradigmes qui entrent dans cette histoire de panafricanisme, non seulement de panafricanisme, mais de renaissance africaine surtout. Où est-ce que vous vous situez par rapport à ceux qui pensent que la renaissance devrait passer forcément par le retour aux sources originelles
par rapport à nos cultures, à nos croyances vernaculaires, notamment le rejet de toute... je vous vois venir. Les religions révélées. Les religions importées. Oui. Je vous vois venir. Le livre auquel vous faites référence est justement un livre qui aborde la question de la Renaissance sous l'angle culturel. Parce que le livre, c'est Cultivons nos Afriques pour la Renaissance culturelle du continent. Moi, j'ai un rapport avec cette thématique qui est un rapport non conflictuel. C'est-à-dire, je ne considère pas la culture africaine et sa promotion comme un rejet d'autres cultures. La culture, elle est universelle et chacun a sa part à y apporter. Il se trouve que l'Afrique étant le berceau de l'humanité, traversée par des sociétés aux cultures très profondes, humanistes, ouvertes au monde d'ailleurs, comme les cultures maliennes de manière générale, je pense que l'Afrique a un rôle majeur à jouer. Il y a des conditionnalités, il y a des politiques à mettre en œuvre, il y a des volontés à illustrer, il y a des structures, il y a des infrastructures, il y a beaucoup de choses à faire. Mais à mon avis, l'aspect culturel est un des aspects dans le cadre de l'universel où l'Afrique partira avec des avantages. Et les nouvelles technologies doivent être mises à contribution. Ça veut donc dire que nous devons être en mesure de faire une synthèse entre le passé, le présent, pour mieux nous projeter dans le futur. Nous ne devons pas raisonner en termes de nous prenons tout du passé, nous rejetons tout de certains aspects ou nous rejetons tout du présent. Nous devons avoir l'intelligence adaptative, l'intelligence vive pour prendre en compte nos racines et les moderniser et les offrir au monde. C'est un peu moi mon approche de la Renaissance. Donc, et de la Renaissance culturelle. Aux gens qui pensent que... Mais absolument. Chana, pour clore ce chapitre de généralité. Monsieur le Premier ministre, généralement, quand on parle de Moussa Mara, en termes de passif, chaque fois, certains reviennent à cette histoire de Kidal. Hein? Kidal. J'ai entendu beaucoup de monstruosité sur Kidal. Est-ce que pour une dernière fois, je ne veux pas répéter l'ancien Premier ministre, mais je dis là, c'est l'actuel Premier ministre par intérim. Vous répétez, pour une dernière fois, nous expliquer ce qui s'est réellement passé à Kidal. Oui, et sur ce plateau, je l'ai dit, je vais le dire simplement. Premier élément, il s'agit d'une décision souveraine de l'État malien, prise en Conseil de ministres. Et Conseil de ministres ne veut pas dire le seul Premier ministre, évidemment. Deuxième, ce n'est pas une décision unique, individuelle, personnelle, entêtée, comme on a entendu. C'est une décision du gouvernement souverain et légitime du pays. D'ailleurs, le déplacement, j'y étais avec 7 ministres et un chef de cabinet, plus moi-même. Donc ça, c'est un tiers du gouvernement. Deuxième élément, nous n'avons provoqué personne. Parce que ce que je dis, en ce moment-là, on avait signé les accords de Ouagadougou. Les groupes armés avaient signé les accords de Ouagadougou. Donc ils avaient reconnu l'intégrité du territoire. Il y avait eu des élections présidentielles et législatives auxquelles les groupes armés avaient d'ailleurs pris part, puisque certains d'entre eux étaient députés à l'Assemblée nationale. Avec Bibi notamment. Donc Kidal faisait partie du Mali et le premier ministre de Kidal était donc légitime de se rendre sur une partie du territoire avec une partie du gouvernement. Troisième élément, nous avons tout fait pour éviter les confrontations. Ceux qui étaient dans la délégation pourront dire que nous avons contourné la ville. Nous ne sommes jamais entrés dans la ville de Kidal pour éviter justement les confrontations. Les attaques sont venues des groupes armés sur notre délégation et non le contraire. Quatrième élément, quand nous sommes rentrés à Bamako, le président de la République d'alors, Ibeka, feu Ibeka, paix à son âme, a fait un discours à la nation pour dire que c'est lui qui a envoyé le Premier ministre. Le Premier ministre n'a posé aucun acte qui jure, ni avec les règles, ni avec la loyauté, ni avec quoi que ce soit. Il a endossé totalement. Quand vous regardez tout ça, je pense que ce sont des utilisations politiques, politiciennes. Maintenant, chaque fois qu'on le sort aussi, ça veut dire quelque part qu'il n'y a pas autre chose à dire concernant le parcours de la personne que cela. Ce qui met plutôt en honneur. On le sort en déformant les faits. Ce parcours, absolument, absolument. En déformant les faits surtout. Absolument. Pour évoluer, le Premier ministre par intérim, Ablaye Maïga, a pris la parole ce samedi 24 septembre
à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, beaucoup de Maliens se sont retrouvés dans son discours, à l'exception de vous, Moussa Mara, et un homme politique qui a aussi fait une déclaration. Et les journalistes se posent la question suivante: à quoi obéit cette position de Moussa Mara, si ce n'est pour conforter la position des adversaires actuels du Mali? Avant de répondre à cette question, je voudrais que vous me permettiez de me donner 1 ou 2 minutes pour poser un certain nombre de préalables. Le premier des préalables est que, je l'ai dit, je le dis et je le redirai, toute personne qui aime le Mali ne peut pas être contre la transition actuelle. J'en suis intimement convaincu. La transition actuelle, pour moi, a plutôt fait de certains acteurs des opposants. Mais moi personnellement et beaucoup d'acteurs, nous avons toujours dit, nous soutenons la transition. Mais soutenir la transition ne veut pas dire applaudir à tout ce que la transition fait. Faire le béni-oui-oui. Je pense que cela n'est pas bon pour la transition elle-même. C'est attirer son attention à chaque fois que nous voyons un danger. Attirer son attention à chaque fois qu'elle pose un acte qui nous semble préjudiciable pour notre pays à moyen ou long terme. Cela ne fait pas de quelqu'un un opposant. Oui. Ça, c'est un premier élément. Donc, on soutient la transition, on veut qu'elle réussisse et on fera tout pour qu'elle réussisse. Même ce communiqué est une contribution à la réussite de la transition. Ça, c'est le premier élément. Vous confortez la position des adversaires. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, toujours pour poser un contexte. Oui. Moi, je n'ai aucune autre nationalité que celle du Mali. Et je vais même poursuivre plus loin. Aucune de mes épouses, aucun de mes enfants n'a aucune autre nationalité que celle du Mali. Et je n'ai jamais voulu chercher une autre nationalité pour ma famille que celle du Mali. Et qu'est-ce que cela aurait pu changer? On va arriver. Oui. Deuxième élément, je n'ai aucun bien en dehors du Mali. Et encore moins en France, pour parler précisément. Troisième élément, je n'ai aucun compte bancaire à l'extérieur du Mali et encore en France. Quatrième élément, je n'ai aucun dossier qui va faire qu'un pays étranger comme la France ou ailleurs peut me tenir. Personne ne me tient, aucun pays ne me tient et la France ne me tient pas. Ça, c'est très très important à rappeler. Si aucun pays ne me tient, pourquoi je défendrais la position de ces pays? Les gens diraient oui, ils comptent sur ces pays pour être président. Là aussi, je pense avoir démontré que la présidence du Mali n'est pas une obsession pour moi. 2018, je pouvais légitimement me présenter. J'ai abandonné et j'ai soutenu un candidat qui n'était pas en aussi bonne position que moi. Tout le monde peut l'attester. Je ne compte sur aucun pays pour être président. Moi, je ne regarde jamais les élections, je regarde le pays. Je voudrais d'abord poser ces préalables. Oui. Après cela, le Premier ministre, il a fait la déclaration, le Premier ministre par intérim, il a fait la déclaration qu'il a semblé nécessaire de faire. J'ai fait un communiqué pour dire 2 ou 3 choses. Première chose, il y a des éléments du communiqué qui me semblent positifs et favorables. Et là, les gens l'oublient, mais c'est une réalité. Deuxième chose, il y a des éléments du communiqué qui me semblent préjudiciables pour les intérêts de notre pays. Ça, c'est tous les éléments qui visent à soulever les tensions entre nous et nos voisins. Et tous les éléments qui visent à soulever ou à maintenir les tensions entre nous et la communauté internationale. Et je l'ai expliqué, un pays aussi fragile que le nôtre ne peut pas se permettre de maintenir des tensions avec ses voisins et la communauté internationale. Troisième élément aussi que j'ai dit dans le communiqué, il y a des éléments qu'il aurait fallu dire, parce que l'occasion était rêvée pour le dire, on ne l'a pas fait. La question des changements climatiques qui explique en grande partie la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Les problèmes entre les sédentaires et les nomades, c'est une conséquence directe des changements climatiques. Le Mali aurait pu en parler, dire les mesures qu'il compte prendre et en quoi la communauté internationale devrait l'accompagner. Il y a la question du siège permanent pour l'Afrique. Tous les pays africains dans leur discours ont parlé de ça. Le Mali qui est le chantre de l'Union africaine,
qui est le chantre du renforcement du continent, devrait aussi saisir la tribune pour dire nous voulons que l'Afrique ait un siège permanent au Conseil de sécurité. Ce sont des occasions qui ont manqué. Donc voilà le sens du communiqué et voilà son explication. D'accord. Abdraman. Oui, effectivement, vous avez décrit dans votre communiqué l'intervention en deux phases, comme vous l'avez dit, hein, la phase de l'essentiel et du superflu. Pensez-vous en réalité que ce que vous pensez être, c'est-à-dire la réaction, l'évocation, si vous voulez, du problème des 46 militaires ivoiriens retenus ici, les problèmes avec la France par rapport à ces accusations d'apport et d'aide de complicité avec les djihadistes, c'était vraiment superflu, que c'était pas, et que la tribune ne se prêtait pas à sur la question des soldats ivoiriens, moi j'ai même publié une vidéo. Juste une semaine après que l'événement soit survenu, une vidéo. C'est la dernière vidéo que j'ai publiée pour dire la chose suivante. Tout le monde est conscient, et les Ivoiriens l'ont reconnu d'ailleurs dans un de leurs communiqués, qu'il y a eu des manquements du côté de la Côte d'Ivoire. Tout le monde est conscient. Il y a eu des manquements. Il y a eu des insuffisances. Mais de l'autre côté, je pense que le bon sens élémentaire permettrait simplement de dire que si ces soldats étaient des mercenaires, ils ne se seraient pas présentés à l'aéroport de Bamako comme ils l'ont fait. Je pense que ça, c'est le bon sens élémentaire. Dès lors que, en ce moment, on est conscient que ce pays qui est un pays frère, d'ailleurs le Mali le dit régulièrement, c'est dans le cadre bilatéral qu'on doit régler le problème, ce pays est un pays frère, ce pays est un pays important pour nous. Aujourd'hui encore, la Côte d'Ivoire fournit de l'électricité au Mali, les Maliens sont très nombreux en Côte d'Ivoire. L'histoire nous a mariés et je pense qu'il n'y a pas de divorce envisageable. Nous devrons régler la question sur le plan bilatéral et diplomatique. La Côte d'Ivoire reconnaît des manquements, des insuffisances. Elle s'engage à respecter nos textes. Elle l'a dit dans un communiqué à l'occasion de la libération des 3 militaires. Et nous, en ce moment, on libère les soldats en question. Moi, je trouve qu'il y a eu une succession d'occasions manquées. Mais là, il y a encore de l'espoir. Puisque aujourd'hui, il y a des chefs d'État qui arrivent dans notre pays. Espérons simplement qu'on règle cette question politiquement, diplomatiquement, permettant à ces deux pays d'avancer. Je termine d'abord puisque vous n'avez pas répondu à la question. Pensez-vous que cette question sur la tribune de l'ONU était vraiment superflue, était pas... La question aurait pu être abordée puisque le président ivoirien lui-même l'a abordée. C'est-à-dire nous-mêmes on aurait pu aborder la question dans notre discours. Ça, il n'y a pas de problème dessus. Mais l'angle par lequel nous l'avons abordé, c'est un angle qui augmente la tension. C'est un angle qui présente le dossier comme une confrontation. On va jusqu'à menacer le secrétaire général des Nations Unies par rapport à son affirmation sur cette question, en disant que nous nous réservons des moyens de droit pour réagir face à ce que le secrétaire général des Nations Unies lui-même a avancé. Pour moi, on aurait pu faire autrement. D'accord, mais vous dites que mercenaires, mercenaires, bon sens et autres. Vous ne pensez pas que le Premier ministre qui a parlé de mercenaires sur la tribune n'était pas dans le bon sens quand il parle encore de mercenaires, pendant que vous dites que le bon sens aurait voulu qu'on ne les reconnaisse plus de mercenaires à partir du moment où ils sont venus de façon visible, transparente avec l'ensemble de... Vous pensez qu'ils n'étaient pas dans le bon sens? Je dis, le Premier ministre aurait pu aborder cette question différemment. Il a abordé volontairement, mais bien sûr, volontairement pour élever la tension, accroître la tension, maintenir la tension. Un pays comme le Mali ne doit pas être un facteur de tension. D'accord. Parce que nous sommes, à différents titres, et j'espère que nous allons avoir l'occasion d'en parler, nous sommes fragiles. C'est la résolution de ces fragilités qui doit être notre priorité. D'accord, Chana. Oui, Monsieur le Premier ministre, vous l'avez dit, il y a une délégation de haut niveau de la CEDEAO qui est présentement dans notre pays concernant l'affaire... qui vient de quitter... à 16 heures, je pense qu'ils sont à l'aéroport s'ils ne sont déjà pas partis. Est-ce que vous voyez? L'affaire ayant été jusque devant la justice, aujourd'hui libérer les 46 militaires ivoiriens malgré la judiciarisation
est-ce que ça ne serait pas une déculottée pour notre justice? Parce qu'on parle de séparation de la justice. Est-ce que ça ne serait pas une déculottée pour la justice? Si oui, c'est le cas, comment pourrait-on rapidement aller au jugement afin de trouver la solution appropriée, c'est-à-dire la grâce présidentielle quand même? Je pense que nos autorités sont allées très loin, c'est déjà fait, mais aujourd'hui les libérer sans jugement, est-ce que ça ne serait pas une déculottée pour notre justice? Absolument, absolument. C'est pourquoi d'ailleurs, si vous regardez, même sur le cas des 3 soldats, il y a eu un acte de la justice. Ouais. Ça veut dire que maintenant que le dossier a été judiciarisé, il ne peut pas y avoir de libération sans que la justice n'accepte de les libérer. Un verdict. Il peut y avoir non-lieu, c'est-à-dire avant qu'il y ait un procès. Il peut y avoir un classement sans suite. Il peut y avoir un certain nombre de choses. Mais ce qui n'empêcherait pas aussi la déculottée, hein, parce que oui, ça se sent quand même. Oui, bien sûr. Mais faisons en sorte. Voilà, faisons en sorte d'abord qu'il y ait une discussion politique. Au temps d'IBK, on a sorti des gens 7 heures en prison, les juger à 8 heures et les remettre à 9 heures. Voilà. Ayons des IBK par rapport à des terroristes présumés, il y en a eu. Discutons. Pour la libération d'otages français. Voilà, ayons un accord de politique, diplomatique, et ensuite, sachons mettre les formes judiciaires et juridiques pour que ce dossier soit clos. Mais il est quand même souhaitable de clore ce dossier le plus rapidement possible, parce que comme je l'ai dit, nos 2 pays sont mariés et il ne saurait y avoir de divorce entre nous. Ça, c'est ma compréhension. J'ai envie de me faire le relais de cette question des internautes. Où était Moussa Mara lorsque le président nigérien Bazoum traitait notre révolution de frélaté, lorsque les autorités françaises injuriaient nos autorités, les sorties musclées de Mbalo contre le Mali? Où étiez-vous? Vous savez, pour cette question, moi je vais aller un tout petit peu en arrière. Nous devons avoir tous l'humilité de reconnaître certaines réalités. La première des réalités, c'est que nous sommes dans un régime d'exception. C'est-à-dire, il y a eu un coup d'État. Et le coup d'État, dans nos textes, les textes maliens, est un crime imprescriptible contre le peuple malien. Absolument. Et le coup d'État, il est rejeté dans tous les textes de la CEDEAO, de l'Union africaine, partout. Donc quand nous entrons dans une période de ce type, même si, et moi je l'ai toujours dit, le coup d'État est la conséquence de beaucoup de problèmes, même si le coup d'État est soutenu par les populations, il n'en reste pas moins que nous sommes dans une situation d'exception. Le Mali, face au coup d'État ailleurs dans le passé, a eu aussi des attitudes. Il y a des autorités que nous avons refusé de rencontrer. Il y a des autorités que nous avons refusé d'être dans la même salle qu'elles. Notamment nigériennes. Nous avons dit beaucoup de choses. Togolaises même. Parce que c'est un régime d'exception. Nous devons avoir juste l'humilité de le reconnaître, laisser les gens parler et leur répondre par des actes. Vous savez, la meilleure des réponses, ce sont les actes. Moi, je vous assure que si nous avions abordé la question de la transition sous cet angle-là, beaucoup d'invectives ou d'attaques supposées se seraient évanouies d'elles-mêmes. Je fais juste le parallèle avec ma personne. Depuis 2 jours, il y a beaucoup d'attaques qui me concernent. Vous avez même des acteurs qui ont demandé à ce que je sois simplement égorgé. Mais moi, je n'ai strictement répondu à aucun et je ne répondrai pas. On a ciblé votre maison. Voilà, je comprends les réactions. Mais on répond certaines situations par des actes et en avançant sur le concret. Moi, j'aurais préféré cela depuis le début de la transition. Mais il y a eu invective. Finalement, il y a eu beaucoup de tensions qui ne sont pas positives pour notre pays. D'accord. Allez-y. Moi, je reviens un peu sur le communiqué, le contenu. Allez-y. Puisque quelque part, vous invitez les autorités à se consacrer aux préoccupations quotidiennes et réelles des Maliens et également aux objectifs assignés à la charte, contenue dans la charte de transition. Pensez-vous qu'en réalité, on est en train de dévier de la charte? Comme l'avait rappelé Alassane Ouattara à la tribune des Nations Unies. Oui. Keita, je reviens maintenant aux fragilités de notre pays. C'est vrai que nous sommes à Bamako,
il y a beaucoup de choses dans le pays qui nous échappent en étant à Bamako. Vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire le 29 septembre 2022, 4 millions de Maliens qui ont besoin d'assistance alimentaire. 4 millions. Selon les... Sur une vingtaine, c'est ça? Oui, exactement. Donc ça veut dire 20% de la population. Quand on entrera dans la période de soudure, c'est-à-dire... Dans quelle zone elles ont besoin de ces... Presque partout dans le pays. Presque partout. Parce que nous avons... et ce sont nos propres chiffres, hein, c'est-à-dire nous avons les services de l'action humanitaire qui font le point des différentes communes. Ils le font sur les 700 et quelques communes du pays, les zones de fragilité. On va jusque dans les villages et on détermine le nombre exact de foyers et de populations. Ce sont nos propres chiffres. Le SAP, le système d'alerte précoce. Voilà. Oui. Et dans 6 ou 7 mois, quand on entrera dans la période de soudure, nous passerons entre 7 et 8 millions de nos compatriotes. Moi, je pense que ça, c'est une priorité absolue pour notre pays. Ce que nous devrions faire, c'est de trouver les moyens pour que ces populations vulnérables, qui sont des Maliens comme nous ici, puissent avoir l'assistance alimentaire nécessaire pendant toute cette période. Et cette assistance alimentaire vient d'où? De l'extérieur du pays. Ça veut donc dire que l'extérieur du pays est un élément important à prendre en compte. Absolument. Ça, c'est un élément. Deuxième élément que vous avez vu la semaine dernière, le budget de l'État. Sur 2023, l'État malien a projeté des ressources de 2200 milliards et des dépenses de 2900 milliards. Le budget de 2023. Un déficit de 700 milliards. Ce déficit, il faut le couvrir. Chaque mois, chaque 2 semaines, chaque 3 semaines, nous sortons pour nous endetter. C'est ces endettements aujourd'hui, puisque nous n'avons pas d'assistance budgétaire extérieure, nous n'avons pas d'aide budgétaire, nous avons beaucoup d'aides qui n'existent plus, nous sommes obligés de nous endetter pour couvrir notre déficit. Mais cet endettement, il vient d'où? De l'extérieur. Ce sont les banques sénégalaises, les banques ivoiriennes, les banques burkinabées, les banques togolaises, des banques maliennes aussi. Oui. Mais l'essentiel vient de l'extérieur. Les bons de trésor. Si nous sommes en tension avec l'extérieur, il peut y avoir un moment où tous ces acteurs extérieurs qui nous aident à couvrir notre déficit et qui nous aident à payer nos salaires, parce que couvrir le déficit, c'est payer le salaire, payer les voyages, payer les missions. Ce n'est pas faire des infrastructures, c'est les dépenses courantes. C'est pas les investissements. Ça, c'est un signe de fragilité. Nous devrions comprendre. C'est pourquoi moi je dis, il faut que nous ayons du calme, de la collaboration, de la coopération. Ça ne veut pas dire que j'accepte que nous soyons les esclaves des autres. Ça veut dire que je suis simplement conscient de là où nous sommes. Et nos compatriotes doivent tous le comprendre. Nous avons tous l'ambition que le Mali soit fier, la tête haute, et qu'il puisse regarder les yeux dans les yeux les États-Unis, la Chine et autres. Oui, d'accord, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Par rapport aux objectifs assignés à la transition, voilà. Comment nous sommes en train de dévier? En fait, ça c'est déjà les éléments basiques d'un État. Donc les services que nous devons fournir. Le quotidien, ouais, c'est le... Voilà, il faut que nous nous focalisons sur ça. Services sociaux de base. Les objectifs de la transition, les objectifs en termes de réforme, les objectifs en termes d'élection, le gouvernement est jusqu'à preuve du contraire engagé dessus. C'est vrai, il y a des retards. Aujourd'hui, le président a pris un décret pour proroger le délai pour présenter l'avant-projet de la Constitution jusqu'à fin octobre. Il y a un retard. Ce retard n'est pas encore rédhibitoire, on peut le rattraper. J'espère qu'on le rattrapera. Le processus des élections, il y a un retard sur la mise en place de l'organe unique, de l'AIG. Oui. Ce retard aussi, il n'est pas rédhibitoire, on peut toujours le rattraper. Donc moi, j'estime que sur les chronogrammes et sur les actions institutionnelles précises, c'est ça qu'on doit se focaliser. On doit se focaliser, on n'est pas encore trop en retard, on peut toujours rattraper. Allez-y, Chana. Là où on semble être en retard et que nous ne maîtrisons pas assez, c'est la situation sécuritaire. Husseini Amion-Guindo était notre invité la semaine dernière. Il a laissé entendre sur cette table, et jusqu'à présent il n'y a pas eu de démenti, que le centre du Mali est occupé par les djihadistes qui ont fait des contrats où... Il y a eu des ententes de la population. Je pense que là il y a des efforts à faire. Nous avons la volonté, il faut que cette volonté soit inscrite sur le Oui, cet aspect sécuritaire, est-ce que
il ne peut pas anéantir tous les autres efforts sur le plan institutionnel, politique. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut que sur cette question-là, l'État mobilise les Maliens. Et là, ça m'amène à revenir à quelque chose aussi qui n'est pas encore fait par la transition, c'est-à-dire de mobiliser les forces vives. La transition actuelle, comme beaucoup de Maliens d'ailleurs, et je pense... Comment on le fait en Russie? Et je pense... Non, pas une mobilisation des populations pour aller se battre. Il faut d'abord qu'on nous mobilise pour que simplement nous soyons d'accord sur le diagnostic. Aujourd'hui, la transition actuelle, comme beaucoup de nos compatriotes, commettent une erreur. Cette erreur, c'est de diviser les Maliens. C'est-à-dire de considérer certains acteurs politiques comme étant le passé, ceux qui ont mis le pays dans le trou, et donc avec lesquels on ne doit pas s'associer. Moi, j'estime que c'est une erreur, parce que la transition, elle ne doit pas être partisane. La transition ne doit pas se comporter comme une majorité au pouvoir, avec une opposition en face. Réunissez les gens. Si les gens sont impopulaires, les élections permettront de le faire savoir. Et si les gens sont malhonnêtes, la justice est là pour s'en occuper. Ok. Une réunion de niveau décisionnel s'est tenue ici à Bamako autour de la mise en œuvre de l'accord. Il a été décidé d'intégrer près de 26 000 personnes, 26 000 ex-combattants. Est-ce une bonne recette? Les conflits se terminent toujours par un compromis. Et quand vous regardez notre armée, elle n'est pas suffisamment représentative de la diversité de notre pays. Ça, c'est une réalité. Donc, tout ce qui va nous permettre d'abord d'avoir la paix, il faut faire l'effort d'y aller. Après, nous pouvons prendre toutes les dispositions pour qu'il n'y ait pas d'unité combattante ethniquement homogène, afin que demain ou après-demain, les gens ne prennent armes et bagages pour virer dans la rébellion. Ça, on peut prendre des mesures. Quand quelqu'un a été pris dans le cadre du DDR, il est tamashek de Kidal, ben, il peut servir à Manankoro, il peut servir à Kadjolo, je crois, parce que l'armée c'est le creuset de la nation. Nous pouvons prendre ces dispositions, mais tout ce qui va nous permettre d'avoir la paix et de finir avec la rébellion du Nord, il faut y aller. Cela nous permettra de mobiliser l'ensemble de nos ressources pour faire face aux terroristes et faire face aux commerçants de violence. Mais qui pour payer la note 26 000 hommes? D'abord, c'est l'État. La paix a un prix. Absolument. Dans un premier temps, il y a des accompagnements financiers qui sont prévus. Et là aussi, c'est l'extérieur qui finance. Donc toujours faisons attention à l'extérieur. Mais c'est l'État qui doit fournir l'effort de mettre les fils et les filles du pays ensemble et trouver les ressources nécessaires pour faire fonctionner ce dispositif. Allez-y, je reviens un peu sur sa démarche par rapport à l'ONU. Malgré tout ce que vous avez fait comme développement, votre dernière question, la réalité, la réalité, c'est que les Maliens semblent approuver massivement quand même la démarche du Premier ministre. En atteste d'abord l'accueil qui lui a été réservé, comme un certain accueil vous avez été réservé de votre retour de Kidal. Vous n'avez pas l'impression, avec tout ça, de vous complaire dans un isolement avec tout ce que ça peut avoir comme implication politique? Je l'ai dit tout à l'heure, Keita, je vois d'abord le pays avant de voir mon destin personnel, avant de voir les élections. Aujourd'hui, le pays est menacé. Sauvons-le avant de penser à qui peut être président ou pas. Moi, ça, c'est un peu ma démarche. La deuxième chose, je comprends la popularité de nos autorités actuelles. Parce que les Maliens... Non, ça repose aussi sur ce que les gens, l'ensemble de la population considère comme une marque de souveraineté. Exactement. Qui n'est pas non plus... Je vais arriver. Je comprends la popularité actuelle. Je comprends la popularité actuelle parce que beaucoup de nos compatriotes souffrent dans leur chair par rapport à ce qu'ils vivent. Et beaucoup de nos compatriotes placent de l'espoir dans le régime actuel. Et les discours du régime actuel qui laisse entendre que tout ce qui nous arrive, c'est la faute des autres, ça permet à une population choquée de se complaire un peu dans cet espoir-là. Ce qui m'arrive, ce n'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre. Généralement, on soutient ça plus facilement que de dire ce qui arrive. Vous êtes responsable en partie, vous devez faire des efforts pour vous en sortir. Moi, je comprends.
Les difficultés du Malien aujourd'hui sont extraordinaires. Les questions d'emploi des jeunes, beaucoup d'autres questions. Donc mobiliser vis-à-vis d'ennemis extérieurs, on le voit dans d'autres contextes, hein, c'est très facile. Allez-y. Mais il faut quand même me permettre de dire une chose. Oui. Nos autorités, elles, savent les vrais enjeux du pays parce qu'ils ont les informations. Il faut qu'ils se départissent de ce discours qui, demain et après-demain, ne résoudront pas les problèmes du pays. Il faut qu'ils se départissent de ce discours et viennent sur les vrais enjeux du pays et le montrent aux populations. Moi, je pense que cela est absolument indispensable. Sinon, l'amour d'aujourd'hui peut se transformer très rapidement en une haine féroce demain. Nous l'avons vu. Ibeka a été massivement soutenu ici et massivement combattu. Parce que ceux qui vous aiment aujourd'hui, s'ils voient que malgré tout ce que vous dites, les résultats ne viennent pas, l'amour se transformera en haine. Et c'est ce que je veux éviter à nos autorités. D'accord. Allez-y, Chana. Monsieur le Premier ministre, on parle de plus en plus du nouveau gouvernement. Certains pensent qu'un nouveau gouvernement s'impose. Depuis un certain temps, on attend le complément du CNT qui tarde aussi à venir. Certains l'annoncent pour ce lundi 3 octobre. Oui. Est-ce que vous voyez? Et dans le cadre du nouveau gouvernement dont on parle, première question, est-ce que votre parti est preneur? Deuxième question, est-ce que vous êtes favorable pour un Premier ministre militaire, étant donné que l'actuel est souffrant? Nous lui souhaitons vraiment meilleure santé, union de prière pour Choguel. Est-ce que vous êtes favorable que Maïga soit confirmé pour une militarisation de la primature? Première chose, le parti LMA dira ce qu'il pense de l'entrée au gouvernement ou pas. Moi, au-delà du gouvernement des CNT, moi je milite pour une implication des forces vives sous une forme que les autorités définiront. Ce n'est pas forcément être au gouvernement. Ce que je demande simplement, c'est que nos autorités comprennent que la transition doit être inclusive. D'ailleurs, ils le disent. Donc, toutes les décisions qu'ils prennent le temps de consulter, de discuter. Ça peut se faire sans que les gens soient au gouvernement. Donc, le fait d'avoir un nouveau gouvernement, ouvert ou pas, une CNT ouverte ou pas, ce n'est pas ça le débat. Le plus important, c'est d'associer. Je vais me permettre de revenir sur un sujet que vous n'avez pas évoqué. Il y a la plainte contre la France. Oui. Ah, si, j'avais évoqué, vous n'avez pas... Vous l'avez posé, je me reviens dessus. Les gens disent que les partis politiques n'ont pas soutenu le gouvernement. Ma réaction à ça, si les partis avaient été associés, ne serait-ce qu'une réunion pour dire aux partis, voilà, nous avons des éléments sur la France. Nous voulons porter ce dossier aux Nations Unies, qu'est-ce que vous en pensez? Les partis allaient dire ce qu'ils en pensent et ils allaient donner des conseils. Et un des conseils que les partis allaient donner, c'était quoi? En tout cas, moi, personnellement, un des conseils que j'allais donner, c'est de dire au Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a 3 pays africains. Faites en sorte que ces 3 pays africains soient avec nous dans ce combat. Il y a le Ghana, il y a le Gabon et il y a le Kenya. Le gouvernement malien a sauté ces 3 pays africains, s'est adressé directement à la Chine, parce qu'il dirigeait le Conseil de sécurité. La Chine n'a pas soutenu le dossier, en tout cas, la Chine ne l'a pas porté à l'ordre du jour. La Russie, aujourd'hui, qui est un membre permanent du Conseil de sécurité, lui non plus n'a pas porté le dossier du Mali. Les Africains, s'ils étaient convaincus, je pense que les Africains allaient le faire. Le gouvernement doit se focaliser d'abord sur l'Afrique et faire en sorte que l'Afrique soit son allié. Ça, vraiment, ça c'est un élément important. Si on avait été associé, je l'aurais dit. Donc moi, il n'a pas répondu. Moi, c'est vraiment l'inclusivité, la collaboration, la discussion. Avec ou sans Yelema, hein? Non, avec tous les acteurs politiques, donc Yelema et d'autres acteurs politiques sans exclusion. La confirmation de Maïga. Maintenant, le deuxième élément, c'est que la charte de la transition, quand même, est très claire. Le Premier ministre doit être un civil. Prions pour que le Premier ministre actuel recouvre sa santé, et si le président de la transition l'estime, de le confirmer de nouveau, de l'accepter, ok. S'il doit le changer, il est bon que la charte soit respectée.
c'est-à-dire qu'un Premier ministre civil occupe le poste de primature. Je pense qu'il faut qu'on respecte la charte faute de quoi dans la mesure du possible. La faute de quoi? Abdraman, pour votre nous dernière verrons, question. Allez, nous verrons en ce pour moment. votre dernière question. Bon, moi, c'est que nous étions dans une ambiance, il n'y a pas si longtemps de cela, de réconciliation nationale. Une semaine même avec la semaine de réconciliation nationale. Est-ce que vous pensez qu'une réconciliation est envisageable avec un exil quasi forcé de tant de putatifs candidats à l'élection présidentielle à venir qui s'estimeraient peut-être victimes de subterfuges judiciaires pour être mis à l'écart du jeu politique? Ton langage n'est pas trop accessible à nous. Je vais peut-être le simplifier. Pour moi, la justice est au-dessus de tout. La réconciliation nationale ne sera pas possible sans justice, par exemple. Vous savez, que les pays dans lesquels ils sont doivent les libérer, les livrer. Les autorités maliennes l'ont demandé. Les livrer. Ou que les autorités ivoiriennes, par exemple, doivent les livrer. Les livrer au regard de la nature même du régime. Pour la question des autorités, je ne me prononce pas. Généralement, je ne me prononce pas sur les pays étrangers, mais sur les individus. Étant donné que lui-même il a parlé d'exception, de situation exceptionnelle. Mais bien sûr, bien sûr. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, moi je suis ici et vous avez d'autres acteurs politiques qui sont ici. Et vous savez souvent, la prison, quand vous y êtes pour des raisons injustes, c'est un moyen qui vous rapproche du palais présidentiel. Ça peut vous rapprocher aussi de la mort. Absolument. Mais vous savez, nous mourrons tous. Moi, je crois au jugement de l'être suprême. Il décide de quand nous mourrons et de où nous mourrons. C'est aussi fataliste? Oui, c'est surtout le fait de quelqu'un de foi. C'est surtout le fait de quelqu'un de foi. C'est pourquoi, moi, je suis ici. Et je resterai ici. S'il m'arrive quelque chose, il m'arrivera quelque chose, mais je suis ici et je resterai ici. Nous apprenions que depuis... Il n'a pas répondu à la question. Oui, non, mais je dis... Moi, si j'étais à la place d'un acteur politique déterminé à l'extérieur du pays, je rentrerai. Je n'entendrai pas qu'un pays m'extrade ou pas, je rentrerai. Parce que moi, j'ai eu l'occasion de partir aussi. Et j'étais à l'extérieur du pays il y a 2 jours. Quand le communiqué, je l'ai publié lundi, il y a eu beaucoup de réactions. Il y a eu des gens de l'extérieur qui m'ont dit il faut surtout rester, il ne faut pas rentrer. J'ai dit non, je vais rentrer. S'il doit m'arriver quelque chose, la chose m'arrivera dans mon pays. Justement, je n'ai pas d'autre nationalité, je suis là et je resterai là. Moussa Mara, nous avons appris que vous auriez été intimidé après ce communiqué. Est-ce que vous le confirmez? Personne sur cette terre ne peut m'intimider. Est-ce que vous avez reçu des menaces? Non, mais personne ne peut me menacer. Moi, je me balade avec mon linceul. En Bambara, tête quoi. Personne sur cette terre ne peut m'intimider. Et personne sur cette terre ne peut me menacer. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? On peut m'arrêter. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous vous adressez à qui déjà? Non, personne ne peut vous intimider. Oui. Personne ne peut vous menacer. Oui. Qu'est-ce que cela signifie? Il s'adresse à quelqu'un, sûrement. Ça veut dire que je ne me sentirai menacé par aucune oukage, par aucun mot, par aucune mise en garde. Je n'ai que Dieu, l'intérêt de mon pays et ma conscience comme guide. Vous n'avez peur de rien. Ah ben évidemment, évidemment. Je continuerai à poser les actes que j'estimerai nécessaire de poser. Oui. Maintenant, si je dois être arrêté, j'assume. Si je dois être exécuté, j'assume. J'avance. C'est sur cette conviction ferme que le jury va se retirer pour procéder à la délibération. Vraiment, nous sommes dans les secrets de la délibération. Je suis vraiment émerveillé par sa constance. Je ne l'ai vu en un seul moment en marge de ce qu'il avait déjà dit par rapport à la principale question que nous avons évoquée ici. Je vais parler de sa sortie par rapport à l'intervention du Premier ministre par intérim à l'ONU. J'ai trouvé un homme vraiment qui est resté vraiment poignant et par-dessus le marché et qui s'est montré vraiment à la hauteur
de l'État qu'il aspire et qu'il a toujours aspiré et dirigé. Je pense que nous avons accueilli aujourd'hui un homme d'État qui mérite d'être acquitté. El Hadji Chana. Abdraman acquitte aisément pour une de rares fois. Souvent, il laisse à votre appréciation. Monsieur le Président, Oui. je pense que nous avons reçu aujourd'hui un jeune homme d'État. Notre démocratie aujourd'hui, notre système, je ne sais pas, les gens ont peur, où il y a l'autocensure, les gens pensent qu'on ne peut pas parler, qu'on ne peut pas dire, ou qu'on ne doit pas dire quelque chose qui pourrait fâcher ou être à l'encontre de ce que les autorités disent. Il y a Moussa Mara qui a le courage de se idées. C'est l'un des rares aujourd'hui leaders politiques qui est sur la scène politique. C'est l'un des rares hommes politiques qui est toujours en action. Tous les jours, il est dans des activités, il est dans des manifestations, il est actif. Il se bat pour la démocratie. Il se bat pour la liberté d'expression. Il se bat pour la liberté d'opinion. Il se bat pour le Mali. Comme il l'a dit, c'est qu'il dit. C'est pour aider les autorités. Mais s'ils le comprennent autrement, tant mieux. C'est pour aider les autorités. Il faut que les gens acceptent la pluralité d'opinion. Il faut que les gens acceptent le rendez-vous de donner et de recevoir, comme le disait Senghor. On se complète. On peut être différent mais complémentaire. On peut être différent mais complémentaire. Il faut qu'on se respecte dans ce pays. Il faut qu'on respecte les opinions des autres, même si on n'est pas d'accord avec elles. Monsieur le Président, un homme comme Moussa Mara aujourd'hui, qui défend la démocratie au moment où les gens courbent les chines, les gens se couchent, la quasi-totalité des partis politiques, à l'exception de pour les autres, qui disent ce qu'ils pensent, je pense qu'il doit être encouragé, Monsieur le Président. Il doit être encouragé. Le pays a besoin de lui. Il faut le libérer pour qu'il continue d'avoir cette liberté d'expression dont nous, journalistes, nous sommes jaloux. Il faut encourager ceux qui osent dire ce qu'ils pensent. Ce n'est pas seulement critiquer les autorités. Il dit de bonnes choses par rapport aux autorités. Il les encourage quand il trouve que les actes sont bons. Il s'est démarqué récemment du cadre des champs de partis politiques. Il a été applaudi ici parce que simplement il n'était pas d'accord avec des gens qui étaient dans ce que certains appelaient le va-t-en-guerre contre la transition. Il a dit non. Il s'est démarqué de ces gens-là. Mais quand il voit les choses ne sont pas bonnes, il le dit. C'est son opinion. À l'entame, je disais qu'une opinion n'est pas une vérité. Je le répète encore. Une opinion n'est pas une vérité. Il faut que les gens le comprennent. C'est un point de vue. Tu peux être d'accord avec ça, tu peux ne pas être d'accord avec ça, Monsieur le Président. Oui. Monsieur le Président, libérez-le, la République a besoin de lui. D'accord. Libérez-le. La République a besoin de lui pour qu'il continue de parler pour l'épanouissement de la démocratie. Ce qui est bien compris. Un jury, je note que le jury a été émerveillé par d'abord la constance de l'accusé, parce qu'il trouve l'accusé poignant, qui s'est montré à la hauteur d'un homme d'État, un accusé qui a le courage de ses idées, un accusé qui se bat pour le pluralisme d'opinion au bénéfice donc de ces deux histoires favorables. Monsieur le Premier ministre, le jury a finalement décidé à l'unanimité de vous libérer des liens de l'accusation. Par conséquent, vous êtes acquitté. Un dernier mot. Merci, messieurs les membres du jury, Monsieur le Président. Le dernier mot, c'est simplement à l'endroit de nos autorités et à l'endroit de tous ceux, je pense, qui se sont sentis offusqués par ce que j'ai dit dans le communiqué. Comme vous l'avez vu, c'est pour construire. D'abord, les autorités, ce que Chana a dit, je ne vais pas ajouter plus. La pluralité d'opinion, c'est ce qui aide. On dit en Bambara, si vos amis ne vous disent pas la vérité, payez vos ennemis pour qu'ils vous la disent. Parce que la première victime de l'absence de vérité, c'est le leader. Que nos autorités fassent l'effort d'entendre des voix plurielles, des voix différentes, des voix discordantes, et en fassent leur synthèse. Nous voulons tous leur succès et leur réussite, et nous allons tous nous battre pour cela, mais à chaque fois que cela est nécessaire, nous allons leur rappeler des efforts à faire ici ou là, des manquements ici, des insuffisances ici, pour qu'ils réussissent.
vis-à-vis des Maliens dans leur grande majorité, qui se sont sentis offusqués. Tout ce qui est dit ici, c'est pas contre le Mali. C'est pour que le Mali, nous tous ensemble, nous comprenions qu'aujourd'hui nous sommes fragiles. Nous avons tous le cœur de faire que notre pays demain soit au firmament des nations, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous devons faire des efforts. Nous devons nous donner la main. Et nous avons besoin d'assistance. Travaillons. Le jour où nous n'avons pas besoin d'assistance, on pourra faire un certain nombre de choses. Mais ce n'est pas encore malheureusement le cas aujourd'hui. Qu'ils le comprennent. S'ils ont été offusqués, on leur présente nos excuses. Et tous ceux qui m'ont insulté, j'accepte leurs excuses et je les pardonne. C'est le seul pays que nous avons. S'il réussit, nous réussirons tous. Qu'à Dieu ne plaise, s'il échoue, nous allons tous sombrer. Donnons-nous la main, construisons au lieu de nous accuser entre nous. C'est sur cet appel pressant que prend fin ce numéro de votre émission, Les Grands Jurys, qui recevait comme invité l'ancien maire de la commune 4 du district de Bamako, éphémère député de la commune 4 du district de Bamako, ancien ministre de l'Urbanisme et ancien premier ministre de la République du Mali. Merci à vous de nous avoir suivis. Clin d'œil à tous nos téléspectateurs du côté de Kidal. Au revoir.